Le butin se tient là, au-dessus de sa tête. Une masse grouillante de chair fraîche, riche en protéines et en eau. Il faut dire que l'on trouve sur 1 hectare de terre 55 kg d'êtres humains, 2,5 kg d'oiseaux, contre en moyenne 1,5 tonne de vers de terre. Notre planète a entre 3 et 4 milliards d'années d'existence. C'est une boule de lave en fusion, couverte d'une fine croûte de terre, de roches et de sable. C'est sur cette croûte terrestre que se déroulent toutes nos activités humaines, animales et végétales. Ce rassurant plancher des vaches est ainsi le théâtre où humains, animaux et végétaux vivent l'essentiel de leur drame de l'existence. C'est ici notamment que l'homme des banlieues se consacre à la tâche ô combien délicate de l'entretien de son jardin. Il s'applique à bien dégager sa pelouse derrière les bosquets sans avoir la moindre idée qu'à seulement quelques centimètres sous ses pieds, un être étrange est arrivé ce matin. Une créature étonnante qui va bouleverser l'ordinaire banal d'une banlieue pavillonnaire. Oh. Le monstre habite exactement sous nos pieds. C'est une taupe commune d'Europe. Un petit animal pas plus gros qu'un hamster, avec des pelles en guise de pattes, des yeux minuscules, qui est devenu bien malgré lui la terreur des résidences secondaires. Il faut dire que la seule chose que l'homme des villes connaît de la taupe sont ces tas de terre, qui, dans toutes les banlieues occidentales, lui ont donné la sinistre réputation de briser les lames des tondeuses à gazon. Mais l'homme n'a pas idée des prouesses incroyables de ce petit animal surgi de la nuit des temps. La taupe est souvent considérée comme un animal nuisible, dont il faut se débarrasser au plus vite. Elle est intimement liée à ce monde souterrain qui inquiète Homo sapiens de manière ancestrale et instinctive. Pourtant, l'animal fascine autant les observateurs et les scientifiques qu'il dérange ses citadins trop émotifs. La taupe est l'un des tout premiers mammifères de l'histoire de notre planète. Son adaptation est une énigme passionnante à observer. La taupe est aussi primitive en apparence qu'elle est perfectionnée en réalité. Elle est un colosse doté de super pouvoirs qui lui permettent de vivre dans un environnement souterrain terriblement hostile. La taupe, malgré ses 15 cm et sa centaine de grammes, parvient à se déplacer à l'intérieur même de l'écorce terrestre, comme aucun autre animal n'est capable de le faire. Elle peut soulever des colonnes de terre de 10 fois son propre poids. Si nous étions aussi forts qu'elle, nous pourrions porter des charges de plus de 700 kg. Mais le citadin, apprenti jardinier à 16 heures, est cependant peu sensible aux immenses capacités de terrassement de l'animal.
Si la taupe passe son temps à creuser des kilomètres de galeries, c'est dans le but de construire le plus génial des pièges à vers. Comme l'araignée tisse sa toile, la taupe dessine ses tunnels. Le butin se tient là, au-dessus de sa tête. Une masse grouillante de chair fraîche, riche en protéines et en eau. Il faut dire que l'on trouve sur 1 hectare de terre 55 kg d'êtres humains, 2,5 kg d'oiseaux, contre en moyenne 1,5 tonne de vers de terre. Durant la nuit, les vers de terre se prélassent sur la pelouse du jardin. Au petit matin, ils s'enfoncent doucement dans la terre. Ils fuient la chaleur des premiers rayons du soleil. Ils sont à la recherche d'une terre humide, riche en organismes en décomposition. La taupe a creusé ces tunnels dans le seul but de leur couper la route. Elle attend patiemment. En se déplaçant, le ver provoque de minuscules vibrations dans la terre que le chasseur perçoit du bout de son tunnel. Dès que le ver crève le plafond de sa galerie, la taupe attaque. Le combat qui s'ensuit est souvent violent. Le petit animal est en réalité un prédateur terriblement efficace, qui se bat contre un géant aussi puissant que le serait pour nous un boa constrictor. Le chasseur s'en prend d'abord à la tête de sa victime, puis le corps du lombric passe entre ses griffes redoutables. La taupe devra reproduire ce combat une vingtaine de fois par jour. Plutôt impressionnant. Surtout lorsque l'on sait que le chasseur est pratiquement aveugle. Ses yeux minuscules en grain de pavot ne lui permettent pas de discerner la flamme d'une bougie à plus de 2 cm. Les techniques de terrassement de la taupe ne datent pas d'hier, si l'on en croit les récentes découvertes. Elles ont été mises au point à l'ère Jurassique, il y a plus de 150 millions d'années. À l'époque où les dinosaures étaient solidement installés sur la planète et les premiers mammifères pondaient encore des œufs, déjà, les premiers animaux fouisseurs faisaient leur apparition. Ils commençaient probablement à ressembler à notre taupe commune. Parmi ces animaux, l'aldanodon, un bien curieux animal semi-aquatique. On a retrouvé quelques fragments de l'ancêtre dans un bloc de charbon, dans une mine à Guimarota, au Portugal. Un os du bras et un crâne réduit en bouillie. Les scientifiques allaient pouvoir faire parler ces quelques fossiles et juger que l'aldanodon avait déjà bien commencé à se spécialiser dans le terrassement. Parmi ces scientifiques, Thomas Martin, paléontologue de l'Université de Francfort. Aldanodon avait, comme la taupe moderne, des membres supérieurs particulièrement solides, ainsi qu'une musculature très puissante, ce qui lui autorisait sans doute une activité d'animal fouisseur assez performante. Aldanodon vivait dans les vastes marécages que l'on trouvait à l'époque du Jurassique sur la côte atlantique. Et sur ces territoires vivait un grand nombre d'insectes et de larves. C'était une niche très attractive et en même temps, ces animaux trouvaient sous terre une protection contre les prédateurs.
Voici l'humérus d'une taupe moderne. Et ce qui est très spécifique dans cet os du bras, c'est qu'il est presque aussi large que long. Ainsi, la taupe dut renforcer son ossature et muscler un peu plus ses biceps pour devenir la machine à terrasser ultra perfectionnée que l'on connaît aujourd'hui. Ses mains ne sont pas seulement retournées vers l'extérieur, elles sont armées de griffes redoutables. L'animal peut ainsi perforer la terre et la roche. Au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, Jean-Pierre Gasque observe les animaux comme un ingénieur étudie une machine. Il cherche à percer le secret des techniques de la taupe. Les chercheurs ont associé radiographie et caméra à grande vitesse. Ils veulent observer au ralenti des mouvements impossibles à suivre autrement. Ces images uniques au monde permettent de voir l'animal lorsqu'il se déplace à l'intérieur de l'écorce terrestre. L'un des secrets de la taupe réside dans la puissance de ses biceps. Les pattes sont courtes, l'angle d'attaque est faible. La puissance musculaire et la solidité de l'os du bras doivent être sans limite. Lorsqu'on se trouve en dessous de l'animal, on voit comment il nage littéralement la brasse dans le sol. Il est aussi à l'aise dans la terre qu'un poisson dans l'eau. Une fois le tunnel ouvert et la terre repoussée à l'extérieur, le colosse passe et repasse dans les boyaux de son dédale. Son poil, extrêmement dense et doux, a pour effet de polir les galeries et de faire que celles-ci épousent très précisément les contours de son corps. Mais ce travail de titan lui coûte très cher. Les animaux fouisseurs, et tout spécialement la taupe, sont des demandeurs d'énergie. Ce sont des grands consommateurs. La taupe ne peut pas rester longtemps sans nourriture. Elle a un métabolisme extrêmement élevé. Les battements cardiaques sont très élevés. C'est une machine complète avec un moteur tout à fait particulier. Le talon d'Achille de la taupe, c'est vraiment son appétit. C'est pour elle une question de vie ou de mort. Elle est incapable de tenir plus de 6 heures sans manger et passe le plus clair de son temps à fouiller inlassablement la terre à la recherche du moindre milligramme de chair fraîche. Toutes les larves d'insectes y passent, colamboles, liules et autres minuscules bestioles qui vivent sous terre. La machine a besoin de calories encore et encore. Creuser pour manger, manger pour creuser, telle est sa cruelle destinée. Elle n'en finit pas d'annexer de nouveaux tunnels à son diabolique piège à verre. Elle n'a jamais englouti assez de calories pour continuer à creuser. Au terme de sa courte vie, c'est encore cet incroyable appétit qui lui jouera un dernier mauvais tour. À force de se nourrir d'animaux pleins de terre, l'émail de ses dents s'usera de façon définitive, et au bout de 2-3 ans de ce régime, le petit animal finira par mourir de faim. Pour retarder cette échéance, on voit comment la taupe vide l'estomac plein de terre du lombric en le pressant comme un vulgaire tube de dentifrice.
La taupe vit souvent tout près de nos habitations, mais en réalité bien loin de nos préoccupations. Si l'animal avait une chance de percevoir nos relations étranges à la nature, il serait pour le moins dubitatif. Une seule chose passionne réellement la taupe. Ce sont les vers de terre, tout le temps et partout. Les lombrics qui ont passé la journée dans le sol vont progressivement remonter à la surface. Ils seront là au milieu de la nuit pour les premières rosées. L'homme des villes ne dort que d'un œil, et l'insatiable appétit de la taupe peut parfois la conduire à prendre des risques. Il faut faire vite, car toutes sortes de rôdeurs hantent nos banlieues. Ici, le redoutable prédateur du monde souterrain n'est plus qu'un petit être sans défense. La taupe, bien sûr, ne peut pas compter sur ses yeux pour l'aider à repérer ses proies, ni sur son odorat, nettement moins efficace au grand air. À force de tâtonnements et la peur au ventre, notre héros arrive à ses fins. Une fois rassasié, le minuscule chasseur disparaît aussi vite qu'il est apparu. Faute de proie plus conséquente, le renard se jette sur les vers dont il est lui aussi gros consommateur. Depuis toujours, l'homme a fait preuve de beaucoup d'imagination pour se débarrasser de la taupe. Chausse-trappe, collet, herse et mâchoire, mais aussi ronces, vers pilés, naphtaline, lessive, vinaigre, poivron rouge ou lame de rasoir. Mais l'enfumage reste le moyen vers lequel se tournent souvent les ennemis de la taupe. À l'usage, la technique ne se révèle pas aussi efficace qu'ils le pensent. L'animal parvient à se ménager une poche d'air en obstruant un recoin de sa galerie avec son corps. Ainsi, il n'a plus qu'à attendre que le poison se dissipe. La rapidité avec laquelle les gaz toxiques disparaissent a toujours étonné les scientifiques. Dans les années 60, un savant polonais, Stanislas Koksen, s'était posé cette question délicate. Comment le petit mammifère peut-il respirer sous terre alors que l'air très pauvre en oxygène y est irrespirable ? Le chercheur se mit à mesurer la circulation de l'air à l'intérieur des galeries à l'aide d'un anémomètre ultra-sensible de son invention. Il comprenait alors que le petit mammifère soi-disant primitif était en réalité un architecte génial
Le système de ventilation de ces galeries est tellement efficace que lorsque l'air en surface est parfaitement immobile, on y trouve tout de même une brise suffisante. Si, au contraire, un vent violent souffle en surface, l'air parvient au fond des galeries sous la forme d'un petit courant très doux, 40 fois moins rapide. L'aération est parfaite. Skoksen comprit que les taupinières sont de véritables pièges à vent. Elles capturent la moindre brise, la filtrent, l'adoucissent et la laissent pénétrer dans le souterrain. Mais une question continuait à tarauder le scientifique. Comment la taupe peut-elle respirer lorsqu'elle doit, pendant l'été notamment, poursuivre les vers à plus de 1 mètre de profondeur, là où la teneur en oxygène est inférieure à 5%. D'autres scientifiques allaient découvrir que les poumons de la taupe sont en proportion beaucoup plus volumineux que les nôtres. Ils occupent la totalité de son immense cage thoracique. Ils lui donnent ce profil de balle de fusil qui lui permet de percer l'écorce terrestre. Et il lui offre aussi une ventilation maximum. Lorsque les chercheurs étudièrent le sang de la taupe, ils découvrirent que les globules rouges y sont proportionnellement 2 fois plus nombreux que dans le nôtre. Son sang est ainsi capable d'acheminer un maximum d'oxygène dans le corps. On retrouve cette particularité chez les animaux de haute altitude qui vivent dans une atmosphère très pauvre en oxygène. À courir derrière ces vers sans les voir, la taupe fait penser à un myope qui cherche ses lunettes désespérément. Et c'est pourtant bien cette infirmité qui l'a conduit à développer ses autres sens de manière spectaculaire. Le premier de ses super-pouvoirs, son odorat. L'animal est capable de sentir un lombric qui n'a pratiquement aucune odeur derrière un mur de 7 cm d'argile. Les chercheurs du muséum veulent en savoir plus. Ils veulent observer comment notre super-héros parvient dans la Terre à localiser sa proie. On voit comment l'animal passe à côté de son mets préféré, puis en tâtonnant avec sa trompe, il parvient à piéger quelques molécules odoriférantes et s'abat sur sa victime. Plus l'espace est confiné, plus les effluves odorantes sont denses et plus la taupe frappe juste. Dans un espace plus ouvert, ces molécules extrêmement volatiles ont tendance à se disperser. Sur ces images où les effluves sont représentés, on voit que la taupe tâtonne un moment avant de faire mouche. Mais on aurait tort de s'inquiéter pour la taupe. Le ver de terre finit généralement dans son estomac.
Oh. Une force musculaire incroyable, alliée à un odorat exceptionnel, c'est déjà pas mal pour un super-héros. Mais on est encore loin du compte de ses super-pouvoirs. Le chasseur possède aussi des antennes secrètes. Ce sont des vibrisses, sorte de moustaches de chat sensibles à la moindre vibration. L'arme absolue, c'est précisément cette vibrisses. En contact permanent avec le sol du tunnel, elle vibre dès qu'un verre se déplace. Et il y en a d'autres cachées autour du museau. Elles lui permettent de garder le contact avec sa victime pendant le combat. Et puis, il y en a 2 ou 3 au bout de sa queue, toujours connectées au plafond du tunnel. Des scientifiques anglais ont montré que ces quelques poils renseignent la taupe sur ce qui se passe au-dessus de sa tête. D'autres scientifiques se sont interrogés sur les super-pouvoirs du colosse. Ils avaient pu observer comment l'animal parvenait d'une chiquenaude à dégager son tunnel. Ils voulurent savoir si une taupe dont on avait détruit une partie des galeries était capable de retrouver son chemin. La taupe répondit au problème en construisant un nouveau passage, exactement parallèle à celui qui existait auparavant, et qui la conduisit tout aussi bien à son nid. L'animal au super-pouvoir a cependant quelques points faibles. C'est assez habituel chez les animaux très spécialisés. La taupe est bâtie pour marcher dans une galerie, pas sur le plancher des vaches. Elle a besoin d'un appui latéral pour accrocher ses pattes retournées. Elle vient ici le trouver sous quelques feuilles mortes. La bête a besoin du contact étroit de ses galeries. Rien ne la désespère plus que les grands espaces. Il est vrai que sur le sol, notre champion se retrouve en appui sur les pouces et sur le ventre. Ce n'est pas l'idéal pour avancer. Mais en libérant toute sa puissance, le colosse peut espérer prendre de vitesse ses prédateurs. Mais lorsque la taupe plonge dans la terre, comment fait-elle pour retrouver le chemin qui mène à ses galeries ? C'est une question qui a longtemps préoccupé les chercheurs du monde entier. Car lorsque les galeries ne sont pas construites, la Terre est un univers tridimensionnel où il semble impossible de s'orienter. Une équipe de chercheurs allemands et tchèques semble avoir une idée sur la question. Pour étudier l'orientation souterraine des animaux fouisseurs, les scientifiques choisissent le rat-au-pied, car il peut s'élever plus facilement en captivité que notre champion.
C'est un animal fouisseur, pratiquement aveugle lui aussi. Il vit dans le noir absolu. On ne peut l'observer sans l'aide d'une caméra infrarouge. Dans les années 1990, des chercheurs avaient compris que ces animaux orientaient la plupart du temps leur nid au sud de leur territoire. Comment les animaux souterrains font-ils cela? Et comment parviennent-ils à s'orienter sous terre? À l'Université de biologie de Prague, le professeur Pavel Nemek étudie la sensibilité des animaux fouisseurs aux ondes magnétiques. À l'intérieur d'un caisson mis à l'écart de toute influence magnétique, les scientifiques génèrent un champ magnétique. Ils veulent ainsi voir si les animaux s'orienteront en fonction de ces nouvelles données. Aussitôt, un premier râteau-pied oriente sa galerie vers le sud artificiel et commence à rassembler des morceaux de papier pour faire son nid vers cette même position. Les scientifiques renouvelleront l'expérience et presque systématiquement les animaux installeront leur nid vers ce nouveau sud. Le râteau-pied et bien entendu la taupe commune, qui est le plus spécialisé des animaux souterrains, possède bien une boussole interne. Celle-ci se révèle dans certains cas indispensable. Ces animaux vivent en permanence sous terre, là où le sens de la vue n'est pas utile. Aussi font-ils appel à d'autres sens tels que le toucher ou bien sûr l'odorat. Ces sens leur sont très utiles lorsque les animaux se trouvent dans un environnement familier. Mais un beau jour, ils se perdent ou bien ils ont à construire un nouveau tunnel. C'est dans ce genre de situation qu'ils sont, selon nous, amenés à faire appel à leur perception des ondes magnétiques. Ainsi, ils peuvent corriger leur orientation et retrouver la direction de leur nid. Voilà la botte secrète. Le super pouvoir en plus qui fait la différence. Le GPS intégré. Il permet à notre super champion de sortir faire une petite course en surface, puis replonger n'importe où dans l'intermeuble. Y faire quelques brasses et se retrouver comme par magie sur le sol de sa galerie. Au regard de la vie de la taupe, notre quotidien d'Homo sapiens semble bien paisible. Le petit insectivore accomplit des prouesses. Respirer l'irrespirable, transporter des colonnes de terre et livrer une vingtaine de combats à main nue sont les ingrédients de son quotidien héroïque. Le petit animal doit, pour survivre, développer et entretenir son agressivité naturelle. La taupe a une portée de 3 à 6 petits chaque année. Pour bien les préparer à cette vie, maman taupe mène ses petits à la dure. Elle en fera des adultes solides et méfiants comme papa et maman. Histoire de les entraîner au monde féroce qui les attend, après seulement quelques semaines, elle les expulse manu militari du nid maternel. Le gamin se retrouve à la porte de chez lui avant même qu'il ne maîtrise vraiment l'art subtil du terrassement. Qu'il apprenne déjà à se débrouiller sous les feuilles mortes et la mousse, en attendant de savoir bâtir des mégapoles souterraines. Notre colosse débutant doit partir loin, sans cesse menacé par des congénères qui défendent chèrement leur territoire.
et les épreuves initiatiques se multiplient. Après quelques hésitations bien naturelles, le gamin plonge dans la vie. La taupe sait très bien nager, même si sa technique la fait ressembler un peu à l'un de ses jouets mécaniques pour le bain. Quant à son sens de l'orientation, ce n'est visiblement pas en milieu aquatique qu'il s'exprime le mieux. Mais c'est encore sa résistance et sa très grande puissance qui lui feront remporter l'épreuve. Si notre jeune héros ne termine pas dans l'estomac d'un rapace ou d'un chat, il s'initiera avec délice à l'univers ô combien rassurant des dessous de terre. Notre héros minuscule est fin prêt à conquérir de nouveaux espaces. C'est ainsi qu'au fil des siècles, la taupe s'est installée de par le monde. En Italie, au sud de Rome, la biologiste Anna Loy étudie cette propension de la taupe à conquérir de nouveaux territoires. La taupe est un animal tout à fait fascinant. C'est un animal solitaire qui doit cependant nouer des relations avec ses congénères, par exemple pendant les périodes de reproduction. À cette occasion, les animaux doivent être capables de se trouver dans un réseau de galeries très complexe. C'est ainsi que les taupes ont dû adapter leur comportement et leurs organes sensoriels pour pouvoir se confronter à cet environnement souterrain. La nuit, la scientifique tente de capturer des animaux afin de les équiper d'émetteurs radio et pouvoir suivre leurs déplacements. Quelques signes nous montrent que la taupe est passée par cet endroit et qu'elle est peut-être rentrée dans le piège. Mais ce n'est pas certain, donc il nous faut d'abord le vérifier. La nuit sera longue pour les étudiantes de la chercheuse qui devront surveiller les pièges qu'elles ont posés. Les pièges doivent être vérifiés toutes les 3 heures pour que l'animal attrapé ne risque pas de mourir d'épuisement. Anna, on l'a attrapé. Si. State staccando la radio. Lo mettiamo? Andiamo. Équipé d'un émetteur radio, l'animal est enfin relâché.
il retrouve aussitôt ses galeries. He's exploring. It found his galleries, so it's tunnel. Well, here he is. He's moving very fast now. Mais lorsqu'il arrive à son nid, c'est déjà trop tard. Un squatteur est déjà là. Il a tranquillement pris possession des lieux et semble même prêt à se battre pour défendre son nouveau territoire. Rejeté par son concurrent, notre taupe doit fuir. Cet incident montre comment un animal en principe sédentaire, qui n'a pas de raison de s'éloigner de son territoire, est parfois obligé de partir à l'aventure et ainsi gagner de nouveaux espaces. Ce petit animal qui ne dépasse pas les 15 cm de long est capable de dérouler son réseau de galeries sur une surface qui peut atteindre les 4 km². Lorsqu'un animal doit gagner un nouveau territoire, nous savons qu'il peut le conquérir très rapidement, surtout si ces zones sont libres. S'il n'y a pas d'autres animaux, les taupes peuvent se déplacer très vite. Cette colonisation de nouvelles zones est probablement ce qui a caractérisé l'évolution et la différenciation de l'espèce. C'est ainsi que les taupes en fuite auraient conquis le monde. La taupe, animal aveugle et solitaire, est pourtant grâce à ses vibrisses et son museau en communication permanente avec son environnement. L'animal gagne ainsi de nouveaux espaces avec, on le dirait, un goût prononcé pour les pelouses des résidences secondaires. Pour l'homme des grandes cités, en mal de chlorophylle et d'air pur, la pelouse propose une vision rassurante de la nature que la taupe a du mal à respecter. La solution la plus expéditive contre les taupes, ce sont les propriétaires des terrains de golf qui l'ont trouvée. Les joueurs se plaignaient des petites déjections laissées par les vers sur le green. Les terrains de golf ont aussitôt été inondés de pesticides. Les vers ne sont plus, et faute de nourriture, les taupes sont parties. Comme le disait Rachel Carlson dans les années 70, désormais les printemps sont silencieux et l'homme des villes dort sur ses deux oreilles. Notre super-héros est en définitive peu sensible à l'acharnement qui s'exerce contre lui. Il sait depuis longtemps s'inviter à toutes les tables, bien avant que l'homme n'arrive sur cette bonne vieille planète. La taupe commune a conquis toute l'Europe depuis longtemps, y compris les contrées du sud, là où le climat est glacial l'hiver, caniculaire l'été et où les vers s'enfoncent profondément dans le sol. Dans le sud de l'Italie, la taupe s'est adaptée génétiquement. Elle est devenue la taupe romaine, plus robuste, avec un crâne massif et des maxillaires puissants qui lui permettent de s'attaquer à des proies plus coriaces. Ici, un scolopendre, aussi venimeux et agressif qu'un scorpion, toujours prêt à se battre. La taupe romaine, courageuse comme toutes les taupes, n'en fait qu'une bouchée. Ainsi, la taupe prend si nécessaire les quelques millions d'années qu'il lui faut pour adapter son alimentation et choisir de nouvelles techniques de chasse, avec pour but ultime de mettre sa grosse patte sur la moindre particule de chair fraîche.
Il serait dommage de laisser de côté ces minuscules larves qui peuplent les terres humides et marécageuses de certaines régions du monde. Mais une taupe commune perdrait plus de calories à chercher et capturer de si petites proies qu'elle n'en gagnerait à les manger. La taupe à nez étoilé semble avoir résolu ce problème, ce qui lui a permis de conquérir l'Amérique. Cette taupe extraordinaire, la Star-Nose, dispose d'un véritable microscope au bout du nez qui lui permet de voir l'invisible. Son nez est équipé d'un palpeur à 22 tentacules, doté de microrécepteurs ultra précis, capables de faire un véritable scanner du sol. Toutes les données sont décryptées, analysées. Pas question de confondre un filament racinaire avec ses acariens, minuscules parcelles de chair fraîche. L'animal est ainsi capable de localiser et de manger très vite un très grand nombre de proies. Il lui suffit de 1/6 de seconde pour localiser, capturer et manger sa victime. Grâce à ce gain de temps, la taupe à nez étoilé s'est trouvé une niche bien à elle. On pourrait presque dire une start-up écologique, où elle est seule capable de chasser ses proies microscopiques de façon rentable. La taupe, depuis si longtemps sur Terre, est tellement bien adaptée qu'en comparaison nous ressemblons à des nouveaux-nés de l'évolution. Ce qui n'empêche pas Homo sapiens d'aimer se représenter au sommet de l'évolution, bien au-dessus de tous les autres êtres vivants, et de s'illustrer dans une guerre contre l'animal somme toute assez puérile. Le talent humain pour inventer des pièges n'a pour égal que le génie du petit animal pour les déjouer. Un talent qui conforte les ennemis de la taupe dans leurs craintes et leurs fantasmes. Et le monde souterrain continue à hanter leurs cauchemars. Ce qui n'empêche pas la nature de poursuivre son cours et de faire qu'à chaque printemps, Dame Taupe donne naissance à une nouvelle portée. Tous les êtres humains qui profitent d'une journée au grand air sont bien loin d'imaginer qu'à quelques centimètres sous leurs pieds, des petits animaux sympathiques au pouvoir surhumain accomplissent chaque jour des prouesses et rêvent peut-être tout simplement de pouvoir continuer à vivre en partageant une toute petite partie de notre grande planète.